Bonjour à tous. Alors, je vous remercie d'être présents. Alors, vous en présentiel et puis je crois que par là-haut, vous qui êtes en visioconférence. Alors, pour ceux qui sont en visioconférence, un petit rappel. Merci de bien vouloir laisser vos micros éteints, sinon ça fait des interférences au niveau de la salle. Je voulais tout d'abord excuser le président et le DGS qui, pour des contraintes, ont été retenus par d'autres obligations et qui auraient bien aimé être là avec nous en ce moment. Alors, il s'agit de la troisième conférence inspirante proposée par la MAM, donc la mission d'accompagnement managérial. En dehors des personnes qui sont en présentiel, donc vous êtes certainement un grand nombre à nous suivre en visioconférence, puisque depuis maintenant quelques temps, ce que nous avons souhaité, c'est pouvoir diffuser ces conférences en direct sur l'ensemble du territoire, puisque vous savez, moins de la moitié de nos agents sont sur le site d'Annecy, et plus de la moitié sont aujourd'hui à l'extérieur du territoire, donc ça leur permet aussi d'avoir accès à ces conférences managériales qui dépassent aujourd'hui le côté managérial et qui s'adressent à tous les agents. Alors, l'objectif de la conférence aujourd'hui, c'est vous donner des clés pour vous permettre d'améliorer vos relations professionnelles, votre qualité de vie, votre performance au travail, c'est le DRH qui parle, en se regardant, je dirais, chacun de plus près. Cette conférence, elle s'adresse à tous, que vous soyez encadrant, que vous soyez agent, pour comprendre l'art de bien communiquer, bien se positionner, vous le verrez, bien gérer ses émotions, comprendre aussi celles des autres. On a ses émotions, mais on travaille aussi avec les autres. Prêter attention à ses propres besoins, donc prendre soin de soi, et également prêter attention aux besoins de ses interlocuteurs, les personnes que nous avons en face de nous. La qualité des relations entretenues au sein de notre collectivité, c'est un enjeu fort. Et ça doit faire l'objet de toute notre attention. Et c'est ce que nous rappelle régulièrement Yannick Prébet, notre DGS, dans le cadre du projet d'administration. L'intelligence émotionnelle, dont on va parler aujourd'hui, est devenue une compétence qui est fondamentale, très recherchée dans les organisations, que ce soit en entreprise ou en collectivité. Alors, cela est notamment dû au fait que nos environnements de travail, notre quotidien, à l'image de ce qu'on vit au niveau de la société, sont de plus en plus changeants. Vous les voyez, ils changent tous les jours, ils se transforment en permanence. Et les émotions affluent en masse, de droite, de gauche, devant, derrière. Il est parfois difficile de les réguler, générant parfois, ici ou là, et on le voit, des tensions, des incompréhensions, voire des conflits entre personnes. Alors, nous-mêmes, au département, au sein de la DRH et dans le cadre de nos recrutements, à compétences métiers peu ou prou équivalentes, on accorde beaucoup plus d'attention aujourd'hui aux candidats qui présentent des capacités à s'intégrer dans un collectif de travail et à s'adapter aux changements. Cela illustre bien l'enjeu que représente de nos jours l'intelligence émotionnelle. Alors, pour nous faire avancer collectivement sur cette compétence, la MAM a invité le docteur en psychologie Lisa Bellinghausen, spécialiste de l'intelligence émotionnelle, chercheur associé à l'EM Lyon Business School depuis 2009 et qui est également co-auteur du test d'intelligence émotionnelle QE Pro. Depuis plus de 15 ans, Lisa intervient dans les entreprises, les écoles et les structures publiques pour accompagner les dirigeants et les encadrants. Alors, je compte sur vous pour lui prêter la plus grande attention, être réactif, poser vos questions le moment venu afin de profiter pleinement de l'instant qui vous est offert aujourd'hui et de l'expérience de notre invité. N'hésitez pas à poser vos questions, alors par écrit pour les agents qui nous suivent en distanciel. On en choisira quelques-unes à la fin de l'intervention. J'espère que vous pourrez apprécier cette conférence et en tirer pleinement profit dans votre quotidien, que ce soit au travail, dans vos vies personnelles et dans vos relations avec les autres. En tout cas, bonne conférence à tous et d'avance, merci à Lisa, notre intervenante. Merci beaucoup. Alors, bonjour, merci de m'accueillir aujourd'hui sur le sujet d'intelligence émotionnelle, qui est mon sujet de passion, parce que je suis tombée dedans à l'âge de 15 ans. En fait, il y avait Daniel Goleman qui a écrit un livre qui est devenu un best-seller. Et du haut de mes 15 ans, ce livre m'avait grandement intriguée parce qu'il disait que les émotions, en fait, ça peuvent devenir de véritables ressources. Alors que moi, j'avais plutôt, du haut de mes 15 ans, adolescente, une image de grain de sable des émotions. Alors du coup, comment je me suis pris de cette passion? C'est effectivement avec cette idée que toute émotion
a une bonne intention. Toute émotion peut être aidante. Alors, certainement, vous pouvez imaginer que la joie est aidante, que c'est une ressource dans de nombreuses situations relationnelles. Et en même temps, comporte-t-elle des risques? Est-ce qu'il y a des situations, parfois, la joie pourrait-elle nous porter préjudice? Et de l'autre côté, est-ce que vous imaginez qu'une émotion déplaisante comme la colère peut avoir des bénéfices? Ou encore le mépris, l'anxiété? Peut-être ça se complique un petit peu. Et moi, ce qui m'a fasciné dans la recherche et l'approche autour des émotions, en fait, c'est que toute émotion peut devenir une opportunité pour nous, pour grandir, mais aussi relationnellement, parce que toute émotion, au fond, c'est un signal, une information qui va m'aider à m'adapter dans la relation aux autres et au sein des collectifs. Alors du coup, je vais vous partager un bout de ma passion aujourd'hui avec cette promesse en 1 heure et demie de temps de vous transmettre, j'espère, quelques clés, quelques outils à tester au-delà d'aujourd'hui, mais surtout d'un bout de passion qui vous poussera peut-être demain ou après-demain de tester quelque chose ou de continuer à explorer ce sujet. Parce que si je voudrais vous rendre tous experts en une conférence, je serais bien trop anxieuse pour parler. Alors, en introduction, vous l'avez dit, on vit dans des environnements émotionnellement bullants. Les recherches y montrent que par rapport à il y a 50 ans, on vit à peu près plus de 50 fois plus de déclencheurs d'émotions. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Déjà, 50 ans en arrière, alors moi j'ai 43, mais il n'y avait pas les téléphones portables. Internet, moi j'ai connu l'époque sans Internet. Donc on a quand même aussi une multiplication des sollicitations qui vont être source d'émotions encore importantes. Alors on nous dit il faut s'adapter en permanence parce que le changement, en fait, c'est en continu. Parfois, on se dit, bon, on va mettre en œuvre le changement, mais non, on ne met pas en œuvre un changement et après, c'est satisfaction. Non, non, il y a le prochain qui arrive. Donc, c'est quand même quelque chose qui est en continuel mouvement. Aussi, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? On va essayer, dans une amélioration continue, nous perfectionner ce qu'on propose, etc. Le tout, évidemment, en veillant d'avoir des relations harmonieuses avec nos pairs, avec les équipes, etc. Et sans oublier l'écologie de soi. Vous voyez, tout ça, ça va nous demander quoi? Beaucoup de force pour être dans l'équilibre. Parce qu'on peut se dire, mon Dieu, c'est tout un tas de choses, mais comment je vais faire? Et c'est là que l'intelligence émotionnelle intervient, parce qu'elle va nous aider dans ces moments où on a des multiples sollicitations de tous les côtés, bah finalement de trouver peut-être un alignement, un apaisement. Alors comment? C'est, je crois, déjà en acceptant tout simplement que l'émotion, c'est partout. Parfois, on me dit, non, non, il y a des process, on n'a pas d'émotion à mettre à tel endroit. Mais si, l'émotion, c'est partout. Par ailleurs, on sait que les outils informatiques sont une des sources premières d'émotions désagréables au travail. Donc, même un outil comme un ordinateur peut être source d'innombrables d'émotions. Donc, à partir de ce constat, quand on se dit l'émotion, ça peut être partout, la question qui se pose, c'est comment j'en fais des alliés. C'est quoi mes réflexes, mes premières manières de l'aborder avec cette idée d'en faire une opportunité. Alors voilà le grand challenge qu'on va traiter aujourd'hui. Mais avant de regarder comment faire, j'essaye encore de vous proposer un temps pour voir tous les bénéfices qu'un travail sur l'intelligence émotionnelle nous offre. Alors, il y a des études qui montrent clairement que pour être en bonne santé, développer une hygiène de vie émotionnelle, c'est hyper important. Savez-vous combien de temps notre corps prend pour récupérer d'1 minute de colère? Pas mal de temps. 30 minutes? Non. 1 heure, 2 heures, 14 heures. On va trouver 14 heures de traces de cortisol dans le sang. Donc, vous voyez, cette information nous renseigne déjà sur l'importance de savoir à des moments nous décontaminer de nos colères
de veiller parfois à les écourter ou de veiller à l'intensité qu'on déploie pour rester dans une certaine zone d'écologie. Autre information intéressante. On sait par exemple que les émotions plaisantes stimulent le système immunitaire. Donc en période de grippe en automne, pensez bien à vivre des émotions plaisantes parce que ça stimule notre système immunitaire et du coup nous rend plus, alors je sais pas, imperméable, c'est ça, à toutes les attaques de virus qu'on peut avoir dans ces périodes de changement de saison. On sait que la joie, par exemple, j'aime beaucoup l'émotion de joie, c'est un peu mon émotion, un peu dada. On a découvert que les personnes qui vivent la joie régulièrement ont en fait des tissus autour du cœur qui sont renforcés. Parce que la joie contribue à ce qu'il y a quelque chose qui est libéré dans notre corps qui renforce les tissus autour du cœur. Donc, cette excursion pour vous dire que les émotions, on a vraiment un vrai intérêt à s'en saisir parce qu'il y a un lien direct avec notre santé physique. Moins de maux de tête, de dos, etc. Moins de risques jusqu'au risque cardiovasculaire. Ça marche? Mais ce n'est pas tout. On sait aussi que les émotions et l'intelligence émotionnelle sont un vrai facteur de bien-être. Et ce facteur de bien-être, on peut le regarder sous deux angles. Premièrement, les personnes émotionnellement intelligentes, elles savent mieux gérer leur stress. Elles savent quand l'émotion déplaisante, la colère, l'anxiété, la tristesse, une peur arrive, elles savent les décoder pour regagner du pouvoir d'agir et les résoudre. Donc, elles vont pas les ruminer. Donc, elles se défendent plus rapidement des émotions déplaisantes. C'est des informations qui arrivent, qui sont traitées et après, elles continuent leur chemin. Ça, c'est d'un côté. Mais surtout, ce qu'on voit de l'autre, c'est qu'ils vivent jusqu'à 5 et plus souvent 7 fois plus d'émotions plaisantes. Alors, je vous laisse investiguer votre ratio pour vous, mais aussi dans vos équipes. Une émotion déplaisante, donc un moment, je ne sais pas, de colère, de irritabilité, et en face, 5 expériences émotionnelles plaisantes. Je ne sais pas, une pincée de joie, un moment de satisfaction, un peu de fierté, etc. Donc ça aussi, on sait que les personnes qui sont bien traitent les émotions déplaisantes. Donc c'est pas comme si ils vivent pas d'émotions déplaisantes parce que notre vie est faite aussi de grains de sable. Et c'est bien important de les voir pour opérer aux ajustements que la relation requiert. Par contre, c'est aussi délibérément réfléchir comment semer les graines des émotions plaisantes. Ça marche côté bien-être. Vous voyez bien l'intelligence émotionnelle, notre ressource. Et puis, évidemment, la qualité relationnelle. C'est intéressant aussi parce que parfois, vous avez peut-être déjà entendu la bienveillance. Hein, et du coup, parfois, il y a des personnes qui sont tellement bienveillantes qu'elles disent plus ce qui ne va pas. Alors ça, on n'observe pas non plus avec l'intelligence émotionnelle. Les personnes émotionnellement intelligentes, elles partagent tant ce qui ne va pas, donc elles peuvent partager des colères, des anxiétés, des inconforts, mais elles partagent aussi ce qui va. Et là, on est face souvent à un biais fondamental, parce que vous savez, ce qui ne va pas, ça fait souvent comme du velcro sur nous. Et ça prend notre attention. Et on y porte parfois bien plus d'attention que sur les choses qui vont bien. Et ça aussi, c'est quelque chose de très important au sein des relations. C'est vraiment de porter, de partager les émotions plaisantes parce que là aussi, on va voir qu'est-ce qui nous nourrit, qu'est-ce qui nous fait du bien et comment on peut en faire du ciment pour la relation. Donc, l'intelligence émotionnelle, c'est au cœur des relations humaines parce qu'elle permet de détecter les émotions et de les partager. Et puis, évidemment, quelque chose qui intéresse aussi, et surtout en entreprise, c'est la performance, voire la haute performance. En travaillant sur l'intelligence émotionnelle, bien souvent, quand les 3 premiers piliers sont là, en fait, la performance, elle arrive. Quand ça va en termes de santé, je suis disponible, je peux être bien et du coup, je peux être dans une qualité relationnelle avec les autres. Les projets, les challenges, on arrive
à les réaliser bien plus aisément. Ça, c'est une première chose. Il y a une deuxième aussi, c'est que les recherches sur l'intelligence émotionnelle se sont vraiment intéressées, c'est quelle émotion qui soutient quelle activité. Par exemple, il y a des recherches qui sont intéressées pour dire comment est-ce qu'il y a des émotions qui propulsent la créativité et d'autres qui la freinent. Ou est-ce qu'il y a des émotions qui vont être aidantes dans une prise de décision plus que d'autres? Et du coup, c'est assez intéressant aussi parce que ça pose la question parfois face à certaines tâches, si je suis dans le meilleur état émotionnel pour démarrer ce que j'ai à faire. Vous avez une réunion à enjeu qui potentiellement va être tendue. Ça vous arrive. Du coup, on peut se poser la question, quel état émotionnel est le plus favorable pour démarrer la réunion? Parce que si on arrive tous avec nos idées que ça va être tendu, comment risque de se dérouler la réunion? Alors qu'on a cette fenêtre avant de s'engager à se poser la question, quel sera l'état émotionnel le plus payant qui va nous permettre de traiter en ouverture un sujet de tension de manière constructive. Et du coup, ces enseignements-là, voilà, c'est comment se saisir des émotions pour booster notre performance. Du coup, voilà l'enjeu des émotions. Développer l'intelligence émotionnelle, c'est d'aller individuellement et collectivement vers l'excellence. Du coup, je vous propose de regarder un peu plus en détail, c'est quoi l'intelligence émotionnelle, comment concrètement s'en saisir pour aller développer les bonnes pratiques. Alors déjà, peut-être, parfois on me dit, mais intelligence et émotion, comment ces deux termes qui semblent si opposés peuvent s'unir? Alors, il y a des recherches en neurosciences qui montrent que, en fait, il n'y a pas de raisonnement intelligent si on ne prend pas en compte les émotions. Il y a des études en neurosciences qui montrent si vous avez une lésion au niveau du cerveau, de la zone qui fait communiquer le siège de la raison avec le siège des émotions, vos décisions sont très inadaptées. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas se baser sur vos expériences antérieures pour les prendre en considération, pour faire des choix judicieux. Donc, vous voyez, émotion et intelligence se rencontrent quasiment dans les actes quotidiens de nos vies. L'émotion, elle s'allume pour nous dire, alerte, il y a quelque chose en lien avec ton bien-être qui est en train de se passer, avec des choses importantes pour toi. Et l'intelligence va nous aider à attraper l'émotion, la décoder, la comprendre, pour ensuite la réguler et en faire une opportunité. Ça marche? Donc, pas d'émotion sans intelligence et l'intelligence sans émotion, vous voyez, les deux sont vraiment intimement liés. Du coup, l'émotion, c'est quoi? L'émotion, elle n'est pas bonne, elle n'est pas mauvaise. Vous voyez, parfois, il y a des personnes, et il y a même parfois des écrits sur les réseaux qui disent l'émotion, elle est positive. Mais non, il n'y a aucune émotion 100% positive. Moi, l'émotion, je crois, qui m'a le plus piégée dans ma vie professionnelle, c'était la joie. J'étais joyeuse et enthousiaste pour les projets et je ne voyais pas que j'étais à peu près la seule à m'engager sur ce chemin et qu'en fait, les autres, ils ne suivaient pas. Mais moi, j'étais bien enthousiaste et j'avais mes œillères, vous voyez. Donc, toute émotion peut comporter des risques, autant que toute émotion comporte des vertus. Donc, elle ne peut pas être bonne ou mauvaise. C'est une information. L'émotion peut être agréable à vivre ou désagréable à vivre, mais elle a toujours une utilité et un risque. Ça marche? Et c'est dans ce sens que c'est une messagère qui va venir nous parler de quelque chose. Alors, si j'ai la peur, le message, c'est plutôt simple. Il y a un danger quelque part, il y a un risque. Calibre ce risque, dimensionne-le. Est-ce que tu as affaire à un ours, un dinosaure ou une mouche? Et du coup, regarde, c'est quoi les ressources que tu peux déployer? Parce que vous voyez, si je mets des énormes ressources par rapport à un petit danger, c'est pas écologique. Donc, le message de la peur, ça va être autour de ça. Préoccupe-toi dans le présent des dangers et mets en face les ressources.
Le message de fierté va être encore très différent. La fierté, elle va nous dire quoi? Elle va nous dire, là, il y a une nature de challenge qui te parle. Il y a des défis. Regarde bien ce défi parce qu'il te nourrit. Et peut-être tu vas pouvoir rechercher des nouveaux défis de cet ordre-là. Et regarde bien les talents qui t'ont permis de réussir. Comment tu peux capitaliser sur ces talents au service de votre collectif, au service d'autres défis. Donc, chaque émotion comme ça, elle vient nous délivrer un message et donc, elle est porteur d'un rôle au service de notre adaptation. Et émotion vient de émouvere. Donc, l'émotion va nous mettre en action. Même la tristesse qui va nous proposer un temps d'inaction pour réfléchir, introspecter, regagner en énergie pour se remobiliser par la suite. Ça marche. Donc ici, il y a une vraie première bonne pratique. C'est déjà quand l'émotion arrive, même la plus déplaisante, c'est de lui offrir cet espace d'accueil où on lui dit, tu es utile, quel est le message que tu viens délivrer? Et du coup, on regagne déjà énormément de pouvoir d'agir. Alors, je vous ai mis la roue des émotions. On l'aime beaucoup à l'école que j'ai avec ma collègue parce que elle propose 16 émotions. Bien souvent, vous voyez, vous allez avoir des personnes qui vous parlent de 4 émotions, 6 émotions ou 8 émotions. Alors souvent, ce qui nous chagrine avec ces modèles, c'est qu'il y a bien plus d'émotions déplaisantes que d'émotions plaisantes. Alors on aime bien cette roue parce qu'elle vous offre autant d'émotions plaisantes que d'émotions déplaisantes. Et aussi, elle ouvre, elle élargit notre dictionnaire affectif. Vous voyez? Peut-être aujourd'hui, vous avez le Larousse étagère, ou voyage. Mais on peut encore, vous voyez, il y a le Larousse plusieurs tomes. Vous voyez? Donc, c'est aussi un moment, comment j'ajoute de l'épaisseur au dictionnaire affectif pour pouvoir rendre compte de la diversité des émotions qu'on rencontre dans nos vies, que ce soit pro, perso ou familial, etc. Alors, du coup, vous voyez l'émotion, ce que c'est. Maintenant, comment je vais pouvoir accéder à l'utilité? Et vous voyez, bien souvent, on nous pose la question en disant, mais comment je régule l'émotion? Et les études récentes qu'on a pu mener, c'est en fait quand je prends le temps d'identifier, de comprendre l'émotion, la régulation devient évidente. C'est quand je traite l'émotion et j'ai toutes les informations à ma disposition que derrière, accéder à son utilité, pour moi, la relation, le collectif devient plus aisé. Donc, du coup, je vous propose, on va dérouler comme ça les étapes. C'est se poser déjà la question par comment j'identifie l'émotion. Bien souvent, il y a un indice qui va nous alerter. On est en réunion, tout d'un coup, on voit quelqu'un qui se ferme. Ça vous arrive parfois d'être auteur ou observateur? C'est bien un indice expressif, c'est l'indice le plus visible qui nous alerte souvent. Mais attention parce que ces indices sont aussi souvent les plus régulés en entreprise. Il y a parfois des personnes qui me disent, ah bah, quand moi je suis en colère, en réunion, je souris. C'est compliqué, hein? Parce que du coup, vous vous dites, bah, la personne, elle est peut-être joyeuse, mais en fait, elle est en colère. Donc, du coup, vous voyez, on a comme ça plusieurs portes d'entrée pour identifier les émotions. Et se saisir, comme vous voyez un GPS, il triangule. Hein, on n'a jamais eu une coordonnée, mais on a plusieurs. Et avec l'émotion, c'est pareil. On a besoin au moins de 3 indices pour pouvoir dire, avec une probabilité plus grande, à quoi nous avons affaire. Parce que si je reviens à Marou, vous voyez le sourire, c'est une expression qui peut être rattachée à bien des émotions. Il y a des gens en colère qui peuvent sourire, en joie qui sourient, fierté peut sourire,
Il y a même la gêne qui peut sourire, la honte. Il y a même des gens aussi tristes qui sourient. Vous voyez, se baser sur un seul indice n'est pas très fiable. Alors, c'est quoi tous ces autres indices? Alors, pour soi, il y a le corps. Et c'est un indice plutôt très précoce. Parce que, évidemment, pour prendre une posture avec une émotion ou engager une action, la toute première chose qui est activée, c'est notre corps. Et donc, je vous ai apporté 4 corps. Et on va essayer de trouver, vous voyez, au milieu, les émotions, quel corps se rattache à quelle émotion. Alors, je vous donne la légende. Quand c'est rouge, jaune, c'est que cette zone était extrêmement activée. Vous voyez, on voit par exemple sur certains corps, c'est très activé côté buste. Donc, on va voir, c'est le rythme cardiaque qui s'accélère, la respiration qui s'accélère, mais ça peut être aussi des tensions musculaires. Ça marche, c'est vraiment l'activation. Et on voit bien que l'activation n'est pas localisée partout pareil. Et de l'autre côté, quand on va vers le bleu, le corps se désactive. Donc, il y a des émotions aussi qui mettent le corps au repos, voire le désactivent. Vous avez au milieu le corps neutre adulte parce que le corps neutre enfant est bien plus activé. Il est bien plus, il y a du rouge, des choses comme ça. Nous, on ressemble à ça quand on est au repos. Alors, du coup, avec ces différentes informations, quelle est l'hypothèse? Alors, du coup, cher, si vous m'écoutez en visio, la gauche, la droite, on va prendre, je pointe le corps là, là-haut à gauche, celui qui a le plus de couleurs. Alors, en haut à gauche, de votre point de vue. Ce serait quoi? La peur. Non, ce n'est pas la peur. Alors oui, mon PowerPoint ne va pas dans l'ordre que je voudrais, excusez-moi. Donc, je vous ai dévoilé le corps de l'autre côté. Qui serre les mâchoires? Quelle est l'émotion qui serre les mâchoires parmi les 4 et qui serre les mains? C'est la colère. Hein? Et c'est extrêmement intéressant que vous confondez avec la peur. La peur, elle va être en bas à gauche. Et vous voyez, la peur, elle nous active, mais elle nous arrête un instant. Parce que se mettre tout de suite à courir face à un danger, oui, je vois les têtes qui disent non, ce ne serait pas adapté. Donc, quand on dit la peur paralyse, c'est normal. Tout le monde ici présent est en ligne. La peur nous paralyse un instant quand elle arrive pour nous laisser cet espace d'un instant pour dimensionner, mais d'où vient le danger? On a affaire à quoi? Quelles ressources connectées? Alors que c'est la colère qui nous met tout de suite en mouvement. Et on voit que c'est une émotion très buste, hein, avec les trapèzes, les mains et les mâchoires. Et du coup, ça va être simple pour les 2 autres corps. Vous voyez, le corps le plus activé, c'est ce que il dit, c'est le bonheur ou la joie. C'est l'émotion qui active tout notre corps. Et l'émotion désactivée, c'est la tristesse. On voit bien que c'est une émotion introspective parce qu'elle nous emmène à réfléchir et en même temps, elle nous pose parce que nos membres, les bras, les jambes, tout ce qui est pour interagir avec les autres est au repos. C'est une émotion qui nous pose. Quand vous vivez des échecs dans les équipes, ce qui vous arrive jamais, évidemment. Mais si ça pourrait vous arriver, dans l'hypothèse, c'est une émotion qui nous invite à s'arrêter, à réfléchir aux causes. C'est une émotion analytique. Donc attention à pas tout de suite se remobiliser pour profiter de cette vertu-là aussi. Donc cette capacité-là, c'est très intéressant à plusieurs niveaux. Pourquoi? On l'a déjà dit en introduction, chaque émotion a un coût énergétique. Donc c'est ma durabilité qui en dépend. Donc là, on a parlé des émotions qui activent. La colère est une émotion qui booste, la peur, la joie, une émotion extrêmement énergétivore. Et c'est quoi les émotions qui nous aident à récupérer? On vient de découvrir la tristesse. Et est-ce que vous connaissez les émotions plaisantes qui nous aident à récupérer?
La joie est activée. Comment on appelle la toute petite joie? La sérénité. J'entends la satisfaction. Est-ce que vous connaissez le soulagement aussi? Oui, c'est une émotion qui vous parle. Et vous sentez comment notre énergie, la salle change. Ça, c'est les émotions de la récupération. Et pour notre durabilité, pour aller vers la haute performance individuelle, collective, nous avons besoin de développer cette sensibilité-là au coût énergétique de nos émotions. Donc, c'est bien par le scan corporel et par aussi cette faculté à un moment de nous connecter délibérément aux émotions de récupération ou de les semer. Hein, on sait que notre concentration maximale varie entre 20 minutes pour les petits concentrateurs à 45 pour les grands concentrateurs. Mais du coup, ça pose la question, si vous avez 1 heure de réunion, comment vous faites que tous les 20-30 minutes, vous semez une émotion de récupération pour remobiliser ensuite vos ressources cognitives, émotionnelles, relationnelles. Donc voilà la partie scan corporel pour identifier les émotions, mais c'est aussi une porte précieuse pour s'en saisir pour l'écologie de soi et l'écologie au sein des collectifs pour une performance durable. Mais je vous ai dit, on a plusieurs portes d'entrée. Donc, c'était la première qui est surtout accessible chez nous. Alors, ceux qui sont experts dans cette compétence peuvent parfois aussi détecter l'émotion de l'autre dans leur propre corps. Parce que par des processus de contagion, on peut attraper les émotions des autres. Ça vous est peut-être déjà arrivé, vous étiez bien, et là, vous croisez une personne dans le couloir qui est très tendue, et vous repartez de votre échange de 1 minute tendu. Vous voyez? Donc, la contagion, c'est 14 millièmes de seconde pour opérer. Donc, c'est pire qu'Ebola, vous voyez? Donc, c'est important aussi de se dire que parfois, bah, les émotions que je lis dans mon corps, est-ce qu'elles m'appartiennent à moi ou pas? Petite mise en garde. Alors, je vous ai dit, il y a d'autres indices. Donc, on a parlé du corps. Il y a aussi tous les indices expressifs, visage, posture, geste, la tonalité de la voix. Et donc ici aussi, c'est une très bonne pratique. Vous voyez parfois dans les visios, je ne sais pas si vous pratiquez aussi des réunions en visio avec vos collègues, mais si ça vous arrive, parce que parfois on a l'écran, on voit que la tête, non? Ça vous même parfois. Donc ça complique la reconnaissance des émotions. Donc, n'hésitez pas à demander d'ajuster pour au moins voir un petit peu les gestes, pouvoir voir la posture. Et surtout, déjà, demander à ce que tout le monde allume la caméra. Parce que c'est quand même, les émotions sont là pour soutenir les messages verbaux. Donc, c'est un canal informatif très important. Donc, il y a la partie expressive. Il y a les comportements. Toute émotion produit des comportements. La fierté va donner des comportements d'envie de célébrer, de partager, de rechercher le prochain défi, de motivation, d'engagement. Alors que la joie, elle est plus joueuse. Vous voyez, elle aime bien blaguer, passer du temps ensemble, partager un café, mais elle n'aime pas la concentration. Elle n'est pas très concentrée dans les comportements. Elle a l'énergie un peu papillonnante. Ça vous parle? Donc, vous voyez, comme ça, chaque émotion soutient des comportements précis. Donc, à nous, vous voyez, à aussi prendre en compte cette variable-là pour voir à quelle émotion nous avons affaire. Et puis, il y a aussi les émotions, on peut les retrouver dans les pensées. Donc, les pensées chez nous, mais les verbatims chez les autres. C'est par exemple quand on a une personne au téléphone, la voix nous indique beaucoup de choses sur l'état émotionnel, mais aussi les mots employés. Si quelqu'un nous dit qu'il ne voit pas où on va, que c'est compliqué, qu'il ne comprend pas les priorités, on voit bien que c'est une émotion déplaisante, on voit bien que ce n'est pas de la colère, mais que c'est plutôt d'un registre autour de la peur ou de l'anxiété, quelque chose comme ça, parce qu'il y a un manque de contrôle, un manque de visibilité, un manque de ressources, de moyens. Et comme ça, on voit que chaque émotion, elle pose un voile sur notre manière de penser le monde. Quand on a des personnes en colère, comment ils pensent le monde? Vous voyez, quand vous êtes en colère contre Jean-François, il n'y a pas de Jean-François dans la salle.
Si. Si vous êtes en colère contre quelqu'un, qu'est-ce que fait notre pensée? En fait, on est en colère peut-être pour quelque chose qui pèse, si on regarde bien, 5%. Mais on est en colère envers la personne. Vous voyez? Et c'est ça que la colère, elle fait une sorte de restriction de notre focus attentionnel et elle va prêter des intentions. On va se dire, mais il l'a fait exprès, ou elle, non? Il y a aussi parfois, j'entends, mais on me cherche. Ça vous est déjà arrivé? Donc, on voit bien que là, c'est la colère qui pose son filtre sur la pensée. Et donc, c'est intéressant, notamment dans la colère, enfin, de voir qu'en fait, elle porte peut-être sur un comportement précis. Et en fait, qu'au fond, 90% avec la personne, on apprécie et qui a plein de qualités. Mais c'est parce que je vois elle focus, que je vais pouvoir rouvrir le focus. Ça marche? Donc, c'est intéressant de voir aussi comment les émotions affectent notre manière de penser le monde. Évidemment, pour nous décontaminer de notre voyage dans la peur et la colère, la pensée de la fierté et de la joie sont extrêmement superlatifs. Oh, c'est top, extraordinaire. Vous voyez, elle va parler dans des superlatifs et elle va aussi plutôt être dans la prise de risque. Non, mais ça va le faire, on va le faire, il n'y a aucun souci. Ça vous parle? Vous voyez? Et comme ça, les émotions, elles ont, voilà, une manière de penser le monde, à nous de le refléter, à nous de l'utiliser avec peut-être plus de conscience. Et puis, dernier point, il y a l'expérience subjective. Alors, c'est ce qui a empêché les psychologues pendant plus de 50 ans d'étudier l'émotion, parce qu'ils disaient c'est tellement subjectif qu'il n'y a aucune généralité, aucune universalité qu'on peut comprendre de la part de l'émotion. Alors, ce qui reste aujourd'hui de cette idée, c'est que toute émotion a une partie vraiment intime de la personne. Comme ça, j'ai eu une personne en coaching, elle me disait, quand elle allait au travail, elle me disait, mais j'ai comme des papillons dans le ventre quand je vais au travail. Et moi, les papillons dans le ventre, bah, en fait, je l'associais plutôt à de la joie ou de l'amour, vous voyez? Mais je voyais bien que l'expression ne semblait pas être de ce registre. Et en fait, pour elle, c'était l'anxiété, la peur. Pour elle, elle avait la peur au ventre, en fait, en allant au travail. Donc, qu'est-ce que ça nous enseigne? Ça nous enseigne attention à ce langage un peu imagé parfois, qui pour nous peut vouloir signifier quelque chose alors que c'est très différent pour quelqu'un d'autre. Et du coup, attention, cette mise en garde peut être à nos projections. C'est pas parce que moi je vivrais dans cette situation, ce type d'émotion, que l'autre vit ça. Ou parce que moi j'exprime mon émotion comme ça, que l'autre l'exprimerait comme ça. J'ai un collègue, il disait toujours, on nous a offert le langage pour résoudre les ambiguïtés. Je crois dans le monde de l'émotion, c'est quelque chose de très précieux. Donc, on a vu maintenant qu'il y a différentes portes d'entrée. Le corps, l'expression, les comportements, les pensées, cet aspect subjectif. Mais il y a encore une porte à ne pas oublier. C'est que toute émotion a une source. C'est pas quelque chose qui nous tombe du ciel. Elle a une genèse. On a dit la peur nous parle d'un danger, mais lequel précisément? Il est de nature psychique, il est de nature physique. Comment il est? Et puis, il y a une deuxième lecture supplémentaire qui nous aidera à aller vers la résolution de l'émotion, c'est quand on connecte le besoin. Et j'ai beaucoup, en introduction, vous avez dit, échangeons aussi sur nos besoins. C'est ce qui va emmener souvent à la résolution d'un état émotionnel. Vous voyez, si je dis à quelqu'un qui a peur, t'inquiète pas, on va changer les choses. Qu'est-ce que je produis côté peur? Je l'augmente. Parce que le besoin de la peur, c'est pas du tout du changement. C'est de la stabilité, c'est de la sécurité. Et c'est qui appelle au changement? C'est quelle émotion qui veut du changement? Là. Non, la joie veut pas de changement. Pourquoi elle voudrait du changement? Parce qu'elle est bien.
Donc, la joie, elle aime bien quand ça reste comme ça, parce que s'il y a du changement, c'est quoi le risque? Bah, qu'il n'y a plus de joie. Exactement. Donc, la joie, elle aime bien être comme ça, dans le statu quo. C'est la colère qui veut du changement. La colère, elle naît parce qu'il y a une offense de limite, une transgression de valeurs. Donc, qu'est-ce qu'elle veut? C'est qu'il y a un réalignement des valeurs, que la relation, elle grandit dans le respect, vers plus d'harmonie. Lequel exactement? Ça peut faire objet d'un échange extrêmement constructif, parce que nous, ce qu'on dit, c'est que si vous exprimez les colères au stade des irritants, donc des agacements, en fait, c'est des simples opportunités d'ajustement. Donc, du coup, chaque émotion, elle a une cause, un D et un B. Alors, du coup, en DB, en allemand, c'est la Deutsche Bahn. Comme ça, vous avez un mémotechnique, hein, parce que c'est le train de l'émotion qui se met en marche. Pour comprendre une émotion, gardez en tête le D et le B. Alors, pour la complétude, on le fait pour les déplaisants. Et c'est d'ailleurs souvent une de vos habitudes. Quand il y a une émotion déplaisante, on se pose pour la traiter. Qu'est-ce que vous faites avec l'émotion plaisante? Est-ce que vous vous arrêtez en disant, oh, je vis une satisfaction? C'est quoi ma source? C'est quoi mon déclencheur? Et qu'est-ce que ça nourrit en moi? Oh, mon sentiment d'accomplissement. Ce sentiment si important pour être bien, me sentir acteur dans ma vie de travail, dans ma vie tout court. Ah, je savais. Et après, je continue mon chemin. Donc, prenez aussi l'habitude de vous saisir des émotions plaisantes pour décoder le déclencheur, le besoin, à double titre. Si vous les connaissez, vous gagnez un super pouvoir, c'est celui d'agir sur votre futur émotionnel, le vôtre, et ceux des personnes avec qui vous travaillez. Parce que si je sais ce qui déclenche la joie de ma collègue, à 16 heures, quand peut-être elle a un petit moment un peu de mou, vous dites en français, je crois, ben, on peut aller la voir et lui aider à connecter ce déclencheur de joie. Ça marche? Donc, comment identifier les émotions? Gardez en tête le déclencheur, le besoin et le M comme les manifestations. Et on en a vu qu'il y en a 5. Donc, on a plein de portes d'entrée et surtout, prenez l'habitude de trianguler parce que vous le voyez bien. Si je me trompe de diagnostic et je crois que la personne, elle est en colère alors qu'elle a peur, au mieux, ce que je vais offrir en soutien fait rien. Au pire, ça peut même aggraver son état émotionnel. Alors du coup, l'étape suivante, c'est d'accéder en fait à la compréhension de l'émotion. Comment? C'est que toute émotion se caractérise par une intensité. Nous, on aime bien l'échelle de 1 à 7, ce qui est hautement arbitraire. C'est qu'on trouve 1 à 10, ça fait beaucoup, 1 à 3, bien trop peu, 1 à 5, très peu aussi. Donc, on aime bien 1 à 7. Mais ça suppose que vous avez une idée de cette graduation de source de colère, par exemple. C'est quoi pour vous une petite source, une source de 1, 2 de colère au travail? C'est un agacement. Mais qu'est-ce qui provoque un agacement? À la différence d'une colère. C'est quoi la différence? Et si on va vers la rage, est-ce qu'il y a des rages au travail? Ça pose des questions. Et donc, l'intensité, c'est un paramètre extrêmement intéressant à apprivoiser. Parce que si je sais que ça a provoqué une colère de 5, ben, je ne vais peut-être pas reproduire ça d'aussitôt. Et si c'est une colère de 2, ben, c'est un agacement. Si ça se reproduit dans 3, 4 mois, c'est peut-être pas si grave que ça. Donc, c'est aussi des panneaux de signalisation qui posent l'importance. Pour nos fiertés, par exemple, savoir ce qui fait une fierté 7 d'une personne, où la personne, elle le découvre, elle sait quel défi rechercher. Parce que c'est des challenges et des défis qui font vraiment vibrer la personne, sont source de motivation. Donc, ça marche cette idée-là. Et puis, n'hésitez pas à le communiquer. Moi, j'avais comme ça une personne,
Je lui ai demandé de me mimer une colère de 1 à 7 et à 3, il a jeté le téléphone contre le mur. Donc, on lui a dit, et qu'est-ce que tu fais à 7? Vous voyez? Une fois, j'avais une personne aussi, elle a mimé comme ça dans un groupe de formation une colère. Je lui dis, bon, tu crois, tu es à combien? À 2. Les autres lui disaient, c'est un 6. Il était vraiment froid. D'ailleurs, c'était plus du mépris, vous voyez? Donc, c'est extrêmement intéressant de poser ensemble ces intensités parce que parfois aussi, on n'a pas le mot extra précis. Vous voyez, si vous voulez dire petite colère, c'est encore simple, agacement, énervement, grande colère, rage. Mais comment on appelle le petit espoir, le moyen, le grand ou la curiosité? Extraordinaire comme émotion. Comment vous appelleriez la petite, celle qui est un peu plus grande ou un peu plus... Voyez. Donc, c'est intéressant aussi. N'hésitez pas à vous saisir de cette notion d'intensité parce qu'elle nous renseigne sur l'importance de la source. Alors, attention, pas toujours, parce que parfois, l'intensité, c'est l'accumulation. Oui, ça vous parle? Et si parfois l'intensité se décale avec l'accumulation, la bonne pratique, c'est la décontamination. J'en parlerai un instant à la fin. On en a déjà parlé. Mais c'est quand même encore important de se le rappeler. Toute émotion a des risques et des vertus. Et évidemment, en fonction de l'intensité, les risques et les vertus ne sont pas pareils. Vous voyez, le risque d'une colère intense, c'est quoi? L'agressivité, verbale, physique. Évidemment, c'est un risque dans beaucoup de situations. Mais si le soir, je me fais suivre par quelqu'un dans la rue et je me retourne en pleine rage et la personne, elle part, c'était adapté. Donc, vous voyez, attention à pas, comment vous dites, jeter le bébé avec le bain, non, l'eau du bain. Là. C'est pas parce que l'émotion est intense qu'elle n'est pas aidante dans certains contextes. Je crois qu'Edison, il n'aurait jamais inventé l'ampoule, il n'aurait pas vécu une sorte d'enthousiasme 7 sur 7 qui lui mettait des œillères et qu'il n'entendait pas les gens qui lui disaient, bon, c'est la 900e fois tu testes et 950. Et lui, avec son enthousiasme, il y croyait et il a réussi. Donc, il y a bien à des moments des intensités qui font que les choses bougent. Mais attention, les risques, les utilités peuvent parfois être différentes selon les intensités. Si moi, je prends la parole devant un public et j'ai pas un peu de fierté, ça va être compliqué de vous parler parce qu'au fond, je suis plus une personne introvertie. Donc, j'ai besoin de connecter cette émotion. Par contre, si elle est trop intense, je risque de pas voir que peut-être là, il y a un froncement de sourcil, que je reformule ma phrase pour que chacun de vous, je garde le lien. Donc, attention à cette notion d'intensité. Elle impacte tout de suite les utilités des émotions. Après, attention aussi, on exprime bien souvent nos émotions modérément en entreprise. Ce qui fait que du coup, on ne sait pas, c'est très important, moyennement important. Donc, on peut le verbaliser, le quantifier. Bon. Alors, on arrive à la question de la régulation des émotions. Bien que je vous dis, ne ratons jamais les étapes. Pour réguler les émotions, on prend le temps d'identifier et de comprendre. Mais je vous propose quand même quelques trucs et astuces pour la régulation. Alors, réguler les émotions par proactivité. Nous, beaucoup de personnes qu'on interroge, ils régulent l'émotion quand elle est là. J'ai l'émotion qui arrive et du coup, je m'en préoccupe. Alors qu'au fond, on sait que on a aussi une marge parce que si on connaît nos sources d'émotions, si on connaît quelques règles d'hygiène de vie émotionnelle, ben, on peut réguler les émotions avant qu'elles surviennent. Et donc, il y a une première chose, on en a déjà parlé, c'est de veiller à semer régulièrement des émotions de récupération, ce qui va lutter notamment contre les accumulations.
Pourquoi? Parce que régulièrement, je reviens dans une zone de bien-être, ce qui, moi, me rend disponible pour faire les choses et aussi disponible à la relation. Donc, attention à ce mélange-là. Oui, c'est important de se booster. On est dans une société qui valorise grandement d'être au taquet, d'être toujours un peu au top de sa forme, comme si on serait des super women et superman. Mais non, les hauts performeurs veillent vraiment. Et c'est parce qu'on a travaillé avec les GIGN, les sportifs de haut niveau. C'est des personnes qui récupèrent dès qu'ils peuvent. Et donc, veillez à glisser ces moments-là. Et ça, on peut le faire par proactivité. Vous avez une réunion, par proactivité, vous pouvez dire, tiens, on fait une micro-temps de récupération. Ça dépend que de vous. Nous, on dit, si vous arrivez au moins à 10, 15 micro-récupérations de 30 secondes par jour, vous allez voir, vous finissez les journées bien plus frais. Et au cours des journées, on est bien plus disponible pour ce qui se passe par rapport aux autres, nos missions, etc. Ça, c'est une première chose. Et il y a une deuxième, c'est de vraiment développer, contribuer à un climat émotionnel d'excellence. Veiller à promouvoir ce fameux ratio. C'est Losada et Fredrickson qui ont fait des recherches là-dessus et qui sont intéressés aux équipes vraiment hautement performantes. Ils ont trouvé ce ratio-là. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que du coup, quand il y a des tensions, vous voyez, en fait, les peurs ne se tournent pas sur qu'est-ce que l'autre va penser de moi quand je dis ça. Parce qu'en fait, les émotions plaisantes nourrissent la relation. Et du coup, quand il y a une peur ou une anxiété, c'est forcément par rapport au projet, parce qu'on a vu un risque. Et c'est pas par rapport à des peurs d'image. Donc, il y a quelque chose de très fort dans la relation qui se joue. Alors, pour vous faire un clin d'œil, ils ont aussi étudié les couples. Ils ont étudié la longévité des couples. Et ils voyaient bien qu'un ratio de 1,3 prédisait point une longévité. Donc, on est bien vraiment aussi, je crois, le couple, c'est encore pire, c'est 7. C'est vraiment 7, alors que pour les équipes, ça varie entre 5 et 7. Mais pensez à ce ratio. Alors, parfois, on me pose la question, mais du coup, si le vendredi soir, je m'occupe de mon ratio, est-ce que c'est une bonne pratique? Moi, j'aime bien apprécier le ratio déjà à midi. Mais le ratio peut s'apprécier aussi dans la réunion. Dans ma journée, je peux dire, tiens, il y a des personnes parfois qui disent, moi, je fais toutes les tâches qui m'enquiquinent d'un coup. Ouais, vous connaissez ça? Alors, d'un point de vue émotionnel, pratiquer le sandwich est beaucoup plus écologique. Je fais quelque chose que j'aime moins. C'est beaucoup plus écologique d'un point de vue émotionnel. On vous a mis les émotions de récupération et boost parce qu'on va vous partager le support. Comme ça, vous pouvez vous l'imprimer, cette roue. Voilà. Et n'hésitez pas à l'afficher dans le bureau ou de l'afficher au frigo à la maison. C'est pas mal. Et vous allez voir tout d'un coup, on vous parle émotion. Et ah tiens, et ah c'est quoi? Il y a aussi, on vous mettra une bibliographie, on vous mettra la référence des corps. C'est assez sympa. Ils ont comme ça cartographié, je crois, 52 états, et du coup avec les émotions en dessous. Et c'est aussi un vrai moyen pour favoriser qu'on voilà, on commence à parler émotions. Alors, on a régulé par proactivité, mais on a encore deux temps. C'est réguler quand l'émotion est là et aussi réguler pour se décontaminer. Donc, deux temps. Je regarde l'heure, 17h04, on est à peu près bien dans le temps. Satisfaction. Alors, réguler in situ. Le plus compliqué pour réguler in situ, c'est souvent l'intensité. Parce qu'en fait, quand l'émotion a atteint un certain niveau d'intensité, en fait, on n'arrive plus à basculer en mode intelligence émotionnelle. Vous voyez, l'émotion, elle est au milieu de notre cerveau. Ça marche? Hein, les circuits limbiques, etc. C'est plutôt logé avec les amygdales, alors cérébrales, pas ceux-là, pas d'inquiétude, hein, sont logés au milieu de notre cerveau. Donc, l'émotion commence à se manifester. Et si elle est trop intense, ce qui va être compliqué, c'est d'activer notre préfrontal. Et c'est bien là que siège
la régulation volontaire de nos émotions. Alors, avant 7 ans, pour ceux qui sont éventuellement confrontés à des enfants vraiment petits, cette bascule, elle est neurologiquement quasi impossible. Donc, on attend que ça passe. Voilà, on essaye de réguler avec des manifestations, un peu d'eau fraîche, je sais pas, voilà. À l'adulte, c'est un petit peu pareil, mais quand on atteint un certain niveau d'intensité. Si sur mon échelle de 1 à 7, j'ai quelqu'un en colère de 5, ça va être compliqué de parler déclencheur, besoin, de co-construire des solutions. Pourquoi? Parce que le cerveau est juste inondé, le corps. Donc là, attention à ça. Pareil pour la joie. Quelqu'un en joie intense, essayez de parler avec lui, compliqué. Donc du coup, il y a les premiers, comment on appelle ça? C'est un peu kit de secours. Donc c'est agir sur les manifestations. Vous voyez, la colère, elle donne chaud. Elle accélère le rythme cardiaque respiratoire, donc jamais de café à quelqu'un en colère. OK? Plutôt de l'eau fraîche, alors que celui, vous voyez, la personne triste, on a dit, elle est désactivée, vous lui donnez expresso, pas de problème. Donc, il y a quelque chose comme ça, vous voyez, pour revenir dans des zones plus modérées. Ce qui n'empêche pas de dire, j'ai vécu ça à telle intensité. Parce que c'est une information précieuse pour comprendre l'importance de la situation. Par contre, on a besoin de redescendre dans du 3, 4 pour pouvoir décoder ce qui s'est passé. Et du coup, il y a quelque chose qui aide énormément. On a écrit entre midi et 2 un petit clin d'œil là-dessus. C'est de considérer l'émotion comme un cadeau, en fait. C'est même si quelqu'un m'exprime une émotion désagréable, mon collègue me dit, ah, tu vois, là, ça m'a agacé ce qui s'est passé. Merci que tu me le dis. Gratitude. Gratitude parce que ça va nous aider à mieux fonctionner ensemble. Et du coup, déjà, ça enlève énormément de tension parce que je me sens entendue dans mon émotion. J'ai plus besoin de convaincre l'autre que j'ai raison d'être agacée sur ce qui s'est passé. Donc, on gagne du temps, on apaise, et puis du coup, on peut dire, qu'est-ce qui s'est passé? Parle-moi du déclencheur, parle-moi du besoin. On cherche à comprendre l'intensité pour avoir accès à l'importance. Et là, du coup, ça peut être, non, en fait, tu vois, c'était juste accumulé, donc c'est pas ça. Ou dire, oui, oui, c'était vraiment quelque chose d'important. Et du coup, là-dedans, on peut du coup poser cette question un peu sésame qui est, merci pour ce partage, top, on a trouvé les sources. Bah, du coup, si l'émotion, elle est là, elle est utile. En quoi elle va nous être utile pour aller vers un meilleur fonctionnement maintenant, mutuellement, collectivement. Et là, on a quelque chose in situ qui donne finalement une orientation constructive aux émotions in situ. Alors, je le répète, on le fait généralement pour les déplaisantes parce qu'elles nous, c'est des grains de sable. Entraînez-vous aussi sur les plaisantes. Ah, t'es en fierté là? Parle-moi de ta source, ton besoin, en quoi ça va nous aider à grandir. Prenez vraiment le réflexe de le faire sur toutes les pépites émotionnelles qui se présentent à vous. Et du coup, je fais un appel à l'univers, à toute personne présente dans la conférence, s'il vous plaît, bien envoyer des expériences émotionnelles à venir les prochains jours pour vous entraîner. Bien. On régule par proactivité. On a quelques clés pendant. Donc, bien jauger l'intensité, parce que sinon, ce n'est pas les mêmes stratégies. OK? Et maintenant, il y a aussi la question de la décontamination. Et je crois que c'est dans nos journées qui sont de plus en plus un peu tactées comme ça. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça m'arrive d'avoir, voilà, je finis une visio à 14h30 et la prochaine commence à 14h30. Non, ça vous arrive parfois. Et du coup, là-dedans, en fait, l'émotion qu'on a eue dans notre réunion de 14h à 14h30, bah, parfois on l'embarque dans la prochaine, alors qu'elle n'appartient pas du tout à cette réunion. Donc, si c'est une joie modérée qui favorise l'ouverture, why not? Si c'est des anxiétés, des agacements, des tristesses, c'est plus compliqué. Du coup, là, il y a vraiment déjà à se prévoir des sas. Parfois, quand vous avez eu une réunion tendue, soyez 5 minutes en retard.
pour la prochaine. C'est bien plus vertueux que de tout de suite se jeter dans la prochaine. Alors, excusez-moi, je ne devrais pas recommander d'être en retard. Peut-être on n'avait pas, on n'avait pas vérifié au préalable. Mais en tous les cas, en tant que chercheuse sur cette question, vaut mieux parfois avoir 5 minutes de retard, de se remettre dans un état émotionnel de disponibilité, connecter des émotions plaisantes, se décontaminer pour se rendre disponible à la prochaine réunion. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas traiter ce qui s'est passé de désagréable et d'alertant peut-être dans la première réunion. Mais parfois, on ne peut pas le traiter tout de suite parce qu'il y a autre chose qui s'invite. Et là, prenez l'habitude de prendre rendez-vous avec votre émotion. Comme ça, à 17 heures, vous mettez 20 minutes de rendez-vous avec l'émotion de 14 heures pour la décoder. C'est quoi son déclencheur? De quel besoin elle parle? Comment en faire une opportunité? C'est quoi son utilité? Et vous allez voir que du coup, l'émotion, elle ne va pas non plus venir chaque fois toquer à votre porte pour être traitée parce qu'elle a rendez-vous. Donc, ça implique aussi que vous honorez vos rendez-vous avec vos émotions. C'est hyper important. Ça marche? Donc, nous décontaminer, aider parfois nos collègues à se décontaminer. C'est pour ça la météo au démarrage de réunion peut être utile. Parce qu'on peut dire, oh là, moi, OK, qu'est-ce que tu as besoin pour te rendre disponible maintenant? Qu'est-ce qu'on peut faire? Top. Alors, il y a un dernier point aussi. Pensez à décontaminer vos salles. Parce qu'on sait que les émotions peuvent produire des phéromones et que du coup, s'il y a eu une réunion tendue dans une salle, et qu'après, vous allez faire la prochaine réunion dans la salle, qu'est-ce qui arrive? Tout le monde va se tendre entièrement. Donc, petit clin d'œil aussi, pensez que l'émotion reste parfois dans les espaces. Quand on a des réunions tendues, aérées, c'est une bonne pratique parce que les phéromones restent dans la salle. Ça marche? Alors du coup, voilà, on arrive un petit peu à la fin de ce voyage dans l'univers de l'intelligence émotionnelle. Et j'ai tenté un petit peu de résumer les bonnes pratiques. Donc, c'est déjà accueillir et identifier les émotions, leur faire un peu plus de place. Parce que si on ne leur fait pas la place, qu'est-ce qu'elles ont comme habitude de faire? Surtout les déplaisantes, elles grandissent en souterrain. Et ça devient beaucoup plus compliqué ensuite d'en faire des opportunités. Donc, accueillir et identifier. Chercher l'intensité. Ça me parle d'accumulation. Voilà, ce n'est pas les mêmes stratégies que si c'est l'importance de la source. Communiquez vos intensités. Recherchez les bénéfices plus que les risques. Posez-vous, c'est quoi le bénéfice de cette émotion? En quoi on peut en faire une opportunité pour nous, relationnellement, collectivement? Et puis, développer la proactivité. C'est une fenêtre énorme. Vous n'avez pas juste l'émotion qui arrive pour la réguler. Non, c'est on peut réguler l'émotion avant qu'elle arrive, impulser un climat émotionnellement porteur. Et puis, gardez ce côté de vous décontaminer régulièrement. Ah, suite à une réunion, on se décontamine. Suite à un échange. Moi, parfois, quand j'arrive avec un embouteillage, avant de courir de mon rendez-vous, je prends un temps pour me décontaminer. J'arriverai bien mieux alignée à mon rendez-vous. Et puis, je profite un dernier clin d'œil aussi. On sait qu'une des stratégies extra payantes autour des émotions, c'est aussi le partage social de l'émotion. Alors, j'aime beaucoup Madagascar parce que, au fond, c'est quand même une équipe avec une diversité extrêmement importante et qui arrive à travailler et à fonctionner ensemble en cohésion. Et donc, je crois que le soutien social, voilà, c'est vraiment quelque chose d'extra précieux et peut être porteuse d'émotions très positivement. Donc, voilà aussi une bonne pratique de partager autour de nos émotions. Donc, merci beaucoup pour votre attention. Et j'ai le plaisir de prendre encore le temps autour de quelques questions. J'espère que vous avez. Respirez un coup. Prendre un temps de satisfaction. Ah, je vois une question. Oui. Deux questions. Oui.
Hmm. Alors, l'écologie de soi, en fait, j'ai eu la chance de travailler avec des personnes avec du équi-coaching et au contact des chevaux. Et en fait, ce que j'ai appris au contact des chevaux, c'est qu'ils vont jamais mettre 100% de leurs ressources dans aucune action. Pourquoi? Parce que ils pourraient avoir voilà une peur, donc c'est des animaux de proie, donc ils vont fuir, mais ils vont pas fuir à 100% parce que sur leur fuite, ils pourraient croiser quelque chose qui va demander encore une mobilisation de ressources supplémentaires. Donc, du coup, cette notion d'écologie de soi, pour moi, elle appelle à deux choses. Elle appelle à doser, en fait, si j'ai 100% de ressources, de bien veiller combien de ressources je déploie face à une situation donnée. Donc, par rapport à mon réservoir, là, je déploie 30%, 40%. Et parfois, on fonctionne comme si on doit déployer voilà, tout notre réservoir face à des tâches qui ne le requièrent pas. Quand j'ai fait l'analyse pour moi, par exemple, je me suis rendu compte que au feu rouge en voiture, j'étais en pleine vigilance pour voir quand ça passe au vert. Alors que s'il y a bien un moment en voiture, quand on peut un peu lâcher et récupérer, c'est au feu rouge. Vous voyez? Donc, le premier enseignement, c'est un peu l'adéquation entre les déploiements de ressources et ma tâche à réaliser. Et la deuxième enseignement, par rapport aussi aux chevaux, c'est que vous allez les voir en une seconde, ils récupèrent. On a comme ça mis des mesures de cardio sur les chevaux. Et quand on voyait qu'ils avaient un sursaut, donc un grand pic, ils reviennent en cohérence cardiaque, mais en un rien de temps. Et nous, en fait, on l'oublie souvent. Qu'est-ce qu'on fait quand on a eu notre pic? Ben, on fait la prochaine chose. Et du coup, il y a ce deuxième mouvement dans l'écologie, c'est de vraiment prendre une émotion comme la satisfaction, la sérénité, pour, vous voyez, quand vous connectez satisfaction, par exemple, vous voyez, c'est une émotion qui ralentit le rythme cardiaque, respiratoire et donne envie de relâcher tout de suite, hein. Vous sentez les épaules, voilà, nos idées ralentissent. Et si je fais ça, juste mon réservoir se remplit et je suis redisponible pour ce qui va se passer par la suite. Donc voilà, l'écologie de soi, c'est ce côté de veiller à ce que on a toujours encore des ressources disponibles parce que on ne sait jamais quel challenge la vie va nous offrir un instant après. Donc, vous avez parlé de personnes émotionnellement intelligentes. Est-ce qu'il y a un lien avec l'hypersensibilité des personnes également? Parce qu'elles sont hypersensibles également. Oui, en fait, on pose souvent cette question et c'est en fait l'hypersensibilité, c'est plutôt un don, pas toujours considéré comme un don, mais c'est un don parce que la personne elle est équipée de sortes de sismographes hypersoniques, hein, pour détecter un peu le moindre mouvement émotionnel. Donc, si quelqu'un d'autre capte que là, l'émotion, elle commence à naître, l'autre, il est déjà à l'hypersensible, il est au clair que là, il y a émotion. Par contre, assembler le puzzle pour savoir à quoi précisément elle a affaire, pour ensuite le décoder en termes d'utilité et le réguler, ça, c'est pas toujours donné. Donc, nous, on a beaucoup d'hypersensibles avec qui on travaille l'intelligence émotionnelle. Mais du coup, ça va hyper vite sur cette partie identifiée parce qu'on a juste à leur dire, en fait, comment les ranger, ces indices. Parce que la sensibilité, elle est là. Ils les voient. Et ça, c'est attention à ça parce que du coup, nous, on a aussi parfois, du coup, mais pourquoi l'hypersensible régule pas bien ou est parfois débordé? Mais oui, parce qu'il perçoit partout des émotions. Et du coup, c'est pour les équipes, c'est topissime d'avoir, et chaque équipe, il faudrait qu'il y ait un hypersensible, vous voyez, parce qu'il va dire, oh, je sens qu'il y a là des bouillons émotionnels dans l'équipe qui devraient être traités. Avant que vous vous dites, oh là, il y a un truc à traiter, il vous alerte déjà, vous voyez. Et ça, c'est une super qualité. Par contre, ce côté démêlage posé est parfois compliqué pour ces personnes. Et du coup, il y a ce côté aussi, parfois, on leur aide beaucoup en faisant cette différence. C'est ton émotion ou une émotion que tu as attrapée. Parce que parfois, les hypersensibles, ils ne le différencient pas. Et ça, il y a quelque chose aussi où c'est intéressant quand on a ce côté-là de le différencier.
J'ai répondu, ça, c'est OK. Merci. J'aurais là une question de Claire Castel qui nous suit en visio. Comment un manager peut-il aider un agent à se débarrasser de ses peurs? Est-ce son rôle, comme par exemple peur de ce que les autres vont penser de nous? Mhm. Alors, en fait, ça répond à plusieurs, je vais avoir à plusieurs bouts. Déjà, est-ce qu'il faut s'en débarrasser? Grande question. Est-ce qu'il faut se débarrasser de ses peurs? Grande question. On voit que les personnes qui ont des calcifications sur la zone de l'amygdale, donc responsable de la peur, ont des grandes difficultés dans la vie. Attention, on ne veut pas que les gens se débarrassent de leurs peurs. On a besoin que les peurs fonctionnent de manière aidante. Et ça va être quelque chose. Après, dans cette question, il y a surtout la peur du regard des autres. Alors, en fait, ce n'est pas de la peur. Parce que c'est quoi, en fait, là derrière, c'est le jugement. C'est une émotion qui parle de notre idéal d'être et comment on aimerait être perçu. Et donc, c'est la honte, en fait. Quand on dit, ah, j'ai peur du jugement, et c'est compliqué de dire qu'on a honte. Compliqué. Mais en fait, ce qui est important d'entendre, c'est que c'est qu'est-ce que l'autre va penser si je dis ça. Et là, le manager, il a tout son rôle. Il a son rôle, surtout aussi au niveau du collectif. Qu'est-ce qui fait que dans le collectif, hein, bah, on a cette petite voix derrière que si je propose une idée out of the box, que je vais peut-être être jugée. Et donc, le manager et tout le monde au sein des équipes a ce rôle aussi de veiller à nourrir le lien d'une telle manière que on peut s'inquiéter des tâches, des réalisations, etc., mais on ne s'inquiète pas d'être jugé. Et ça, je crois, c'est un grand challenge de nos entreprises aujourd'hui, du privé et du public, c'est qu'on crée un climat de travail où on libère en fait notre plein potentiel en arrêtant d'avoir cette petite voix. Ah bah si je vais dire ça, mais qu'est-ce que l'autre va penser? Et là, on va vraiment aller vers l'excellence. Donc là-dessus, je trouve, c'est même à le poser dans l'équipe. Qu'est-ce qui fait que la sécurité psychique n'est pas en place? Après, il y a des peurs qui peuvent parfois tourner vers des phobies, vers des troubles anxieux. Et ça, c'est une autre problématique. Et ça, ce n'est pas le job d'un manager ou d'une entreprise. Et ça, c'est autre chose. C'est quand l'émotion commence à vriller et devient quelque chose où on va vers la pathologie. Là, c'est autre chose. Mais on a déjà plein de clés, peut-être à ce niveau-là. Déjà, gardez aussi pour vous. Moi, quand j'ai étudié la honte, je me suis dit, non, mais en fait, je suis pas de honte. C'est pas une émotion qui me parle. Ah bah, quand j'ai mis le mot sur la petite honte qui s'appelle gêne, ah, c'est ouvert un univers. Moi, je dis, ah oui, ça, je connais, celle-là, je la connais. Ah, oui, oui, oui. Donc, les citations, vous voyez, ça touche l'image, l'idéal de soi. Et là, ce qui va être extrêmement intéressant pour nous aussi de regarder, c'est parfois on a des idéals de soi. Vous voyez, moi, je suis maman solo de 3 enfants. J'avais l'idéal, vous voyez, en tant que bonne Allemande, l'heure, d'être à l'heure. J'ai révisé un peu mon idéal pour qu'il devienne plus atteignable. Voilà. Parfois, on a l'idéal vraiment, voilà, on se dit, et là, il y a dans notre vie qui n'est jamais idéale, en fait, qui est fait de plein d'imperfections qui arrivent. Mais comment je l'intègre sans que mon idéal en prend vraiment un coup? Comment faire que mon estime reste peut-être temporairement micro-baisse, mais qu'il reste bien en place? Et là-dessus, collectivement, faisons-nous les feedbacks de ce qui va bien, pourquoi on s'apprécie, les qualités qu'on se reconnaît. Bah, c'est du beau mal-estime. Et ça, collectivement, je crois, on peut le développer. Donc, j'espère qu'elle a eu des clés de réponse. Merci beaucoup. Merci. Alors, du coup, s'il n'y en a pas, peut-être il y a quand même. Alors, du coup, moi, vous l'aurez compris, je suis passionnée et gourmande en plus. Alors, peut-être il y aurait, je ne sais pas, 5 personnes qui partageraient juste une satisfaction ou un apprentissage avec lequel vous repartez. Et je ne vous laisserai pas partir sans. C'est une chose qui vous a interpellé,
que vous gardez, avec laquelle vous repartez, bah, ce serait laquelle? Intéressant. Oui. Super, merci. Le ratio. Mhm. Oui, entièrement. On peut le garder comme guide, comme cible. Top. Analyser aussi le pourquoi du comment cette émotion elle arrive. Après, effectivement, pouvoir l'éliminer. Résoudre. Ouais, ça marche. Ouais, en tout cas, d'essayer de comprendre pourquoi ça vient C'est ça. là, maintenant, à cet instant T. Oui, le D et le B. Top. Merci. Oui. C'est ça. Oui, tout à fait. Et oui, et qu'elle nous enseigne de choisir nos batailles. Oui, tout à fait. Merci. Rendez-vous avec son émotion. Entièrement. Et de bien les respecter, nos rendez-vous avec nos émotions. Ouais, très juste. Bon. Tiens. Tu le laisses faire n'importe quoi. S'il manque un morceau de maison, Merci. Merci. Bon. Merci beaucoup.